Bonjour à tous, Franck Muller, ici Lyon. Eh bien oui, nous sommes le 24 décembre. Bien, ravi de vous retrouver. Bon, le temps que je fasse le montage de cette vidéo, je pense que vous serez très pris ce soir. Vous la verrez donc demain, jour de Noël. Je vais revenir à vous apporter un petit élément d'information sur le vaccin. J'en ai d'autres, mais ça sera pour les jours suivants, mais quelque chose de relativement léger. Je ne vais pas vous prendre la tête. En ces jours de fête, je m'étais interpellé, c'est si je comprends bien, moi qui ne suis non vacciné, je ne pourrai plus aller au restaurant ou dans des lieux publics pour ne pas risquer de contaminer des gens vaccinés, qui sont donc protégés. Est-ce que j'ai bien compris? Eh bien, c'est pas si sûr que ça. Je vais vous expliquer. Je viens de voir un article qui doit dater d'hier sur LCI. À quelques jours du lancement de la vaccination en France, le professeur Yves Buisson rappelle que le vaccin empêchera d'être malade, mais pas de contaminer les autres. La campagne de vaccination va débuter ce dimanche en France et sera injectée d'abord à quelques dizaines de résidents de 2 EHPAD, l'un situé à Sevran en banlieue parisienne, l'autre en Bourgogne-Franche-Comté. Avant ce lancement crucial, le professeur Yves Buisson a tenu rappeler ce mercredi 22 décembre que les vaccins validés pour l'instant par les autorités, sans préciser lesquels, quelle était la marque, c'était Pfizer ou Moderna, n'ont pas de fonction stérilisante. Rappelez bien, stérilisant, d'accord? Ce qui est certain, c'est que ce vaccin n'empêchera donc pas la contamination d'une personne, voilà, a souligné l'épidémiologiste et membre de l'Académie de médecine sur LCI. Ainsi, la personne vaccinée peut être contaminée et la personne contaminée peut véhiculer le virus pendant un certain temps sans être malade, puisque ces anticorps empêcheront le passage à la phase maladie, puisqu'elle sera vaccinée. Mais elle pourra contaminer tout le monde. Voilà. Parce qu'il existe en fin de compte 2 types de vaccins, les vaccins stérilisants et puis les autres. Les premiers ont 2 vertus, ils empêchent à la fois la formation de la maladie chez l'individu et empêchent aussi la transmission aux autres personnes autour de lui. Mais malheureusement, ceux qu'on a, ils n'empêchent pas la transmission. Vous allez comprendre tout de suite avec la conclusion. Les seconds, ceux qu'on nous propose, en revanche, bloquent seulement la formation de la maladie. Le professeur Buisson a tout de même précisé que les personnes vaccinées auront probablement une charge virale assez faible et seront sans doute peu contagieuses. Heureusement qu'il y a quand même un petit mieux. À l'inverse des grands contaminateurs qui ont une charge virale importante. Donc, il a invité à la prudence ceux qui voient en ce vaccin le remède miracle contre le virus. On ne veut pas dire qu'elles ne seront pas contagieuses et que ces personnes contaminées seront absolument saines et sans risque pour les autres, c'est aller trop loin. Voilà. Je me permets de vous rappeler parce que le conseil scientifique cet été avait donné un avis et s'était penché sur la meilleure stratégie de vaccination à adopter lorsque le moment serait venu. Il avait estimé qu'une immunité de groupe pourrait être obtenue par la vaccination de 43 à 49% de la population, à condition que le dit vaccin soit stérilisant, c'est-à-dire qu'il ait le double effet qui se coule, si vous me permettez, c'est-à-dire qu'il empêche la formation de la maladie sur l'individu, mais qu'il empêche aussi la transmission autour de lui. Donc, c'est avec celui-ci qu'on peut avoir, si vous voulez, l'immunité. Mais là, étant donné que c'est un vaccin à moitié efficace, qui vous empêche simplement d'être malade, et encore, ça reste à prouver, ça ne va pas empêcher la propagation du virus. Voilà. Donc, tout ça pour pas grand-chose. Alors, je me permets aussi de vous rappeler qu'on vient d'apprendre, il me semble hier, qu'il faudra 6 semaines pour adapter le nouveau vaccin, il me semble chez Pfizer, pour l'adapter avec le nouveau virus anglais qui a muté, je crois qu'il apparaît déjà en France. Voilà. De toute façon, le professeur Raoult avait expliqué que ce virus avait tendance à muter et donc tous les mois, il y avait un virus légèrement modifié, qui fait qu'on va attaquer une campagne de vaccination avec, un vaccin et
qui a été testé que c'est des personnes jeunes, qui n'a pas été testé sur des personnes âgées. Enfin, il y a j'y reviendrai certainement la semaine prochaine, parce que j'ai des informations sur une interview d'épidémiologistes. C'est assez sympa. D'ailleurs, qu'un des lecteurs, qu'un des téléspectateurs de mes vidéos m'a envoyé le lien et les éléments, et ça c'est sûrement. Je reviendrai, parce que bon. Mais déjà, on n'est déjà pas sûr de la qualité du vaccin et de ses effets secondaires. Mais en plus, bon, ça n'empêche pas la contamination. Donc, vous voyez, c'est quand même un petit peu léger. Hein, et on va vacciner, on va faire une campagne de vaccination avec un vaccin qui ne sera pas efficace pour le nouveau vaccin, le nouveau virus qui a muté. Et rappelez-vous qu'on a toujours dit, quand on parlait du vaccin de la grippe, le vaccin de la grippe était élaboré, si vous voulez, par la souche de l'ancien. On essayait de prendre une souche de l'ancien vaccin ou du vaccin qui était dans l'hémisphère sud et qui était déjà apparu, modifié, et vite on faisait un nouveau vaccin avec cette souche modifiée. Mais bon, ça correspondait peut-être à 50% des personnes, et les autres, ça les couvrait pas. Hein. Voilà. Bien, je clôt pour le vaccin, on aura l'occasion d'y revenir malheureusement. Je vais vous parler simplement d'Emmanuel Macron, et après je vais vous parler de la fête de Noël, mais pour les chrétiens d'Orient, et voilà. Alors, je vais vous parler d'Emmanuel Macron, et j'ai lu un article, le beau parler d'Emmanuel Macron, fait de mots, façon grand siècle, un tantinet désuet, comme pour montrer son enracinement dans une langue française des plus classiques. Des galimatias, de la poudre de perlimpinpin, c'est croquignolesque. Mais oui, ma chère, je connais tout cela. Voyez ma culture, voyez mon côté terroir. Attendez, j'en ai d'autres, je consulte mon dictionnaire. Bref, tous ces attirails et ces pincées de vieux français, de vieux François, on va dire, saupoudrés ici et là, laisseraient place, dès les micros débranchés, à un franc-parler de bistrot qui est révélé par le livre d'Abba Jamshidi et Nathalie Chuck, Madame la Présidente, dont le magazine Gala livre quelques extraits à ses lecteurs. Amateurs de bonne franquette, manches relevées, ambiance barbecue pétanque, bienvenue dans les bestiaires de l'Élysée. Allez, on va pas se gêner. Les journaleux se sont fait la malle, retour aux fondamentaux. Le premier communion Macron quitte alors son aube d'oisillon tombé du nid pour reprendre son habit de jeune loup carriériste au langage décomplexé. Écoutez bien. En très petit comité, le locataire de l'Élysée déploie un vocabulaire très sexué pour ne pas dire scabreux, racontent les auteurs de l'ouvrage. Mon Dieu, qu'allons-nous entendre ? Maints conseillers ont sursauté en l'entendant tonitruer au sortir d'une victoire sur des adversaires politiques. Je les ai bien baisés, leur ai mis profond. Les oreilles chastes avaient été prévenues dans les coulisses. L'acteur se lâche, redevient lui-même. Un mental de whiner qui n'a pas de temps à perdre avec les simagrées de son temps. Sexisme, la bouche en cul de poule, pour la galanterie seulement. Hein. Selon Gala, son entourage privé confirme cette face cachée du personnage. Ce n'est pas le gendre idéal, loin de là. C'est un mauvais garçon, a confié un élu aux Parisiens. Il a un vocabulaire sexuel très vert. Il parle tout le temps comme ça quand on dîne avec lui dans l'intimité. L'électeur moyen est sans doute vu comme un pigeon par le mauvais garçon. Et voilà, donc le français moyen est loin de s'imaginer qu'il est considéré comme un pigeon par le président à qui il a placé sa confiance. Hein. À la différence d'un Chirac qui ne mâchait pas ses mots en privé, Emmanuel Macron ne laisse rien transparaître de sa trivialité, enfant de cœur devant les caméras, calculateur cynique dès le rideau baissé, pendant que le comédien se démaquille, l'épouse commente la dernière prestation. Eh ben, le Nous sommes en guerre. T'as un peu trop de sanglots dans la voix. Hein. Il faudra me travailler ça. Hein. Combien de temps ce numéro de comédien va-t-il durer ? Voilà, hein, c'était avec les conseils de Brigitte. Bien, j'espère que vous êtes imprégné des précédentes vidéos, vous avez pu consacrer quelques minutes à aller sur la vidéo de Michel Onfray, où on voyait un petit peu le déroulement de la guerre d'Arménie, hein, et tout ce qu'on ne vous dit pas, hein, comment un peuple qui est présent depuis l'an 1000, 1100 sur un territoire, peut-il devoir laisser son territoire à un État Azerbaïdjan, les Azéris, qui en tant qu'État existent seulement depuis une centaine d'années. Et on a vu, donc, on voit toute la cruauté de ces gens qui
qui s'habillait en militaire arménien et qui faisait semblant d'être blessé, et dès qu'un médecin ou des secours venaient, massacrait, égorgeait les personnes qui venaient les secourir. Donc c'est très spécifique, hein, très spécifique. Et je vous demande, si vous ne l'avez pas fait, de prendre durant vos congés, d'aller jeter un œil, puisque ça vous permettra de mieux appréhender le vivre ensemble. Hein. Je pense que malheureusement, il y a des gens qui ne sont pas faits pour vivre avec des personnes d'une religion étrangère, et c'est plutôt certains musulmans. Hein. Bien sûr, je dis toujours, je ne les mets pas tous dans le même panier, et j'en côtoie régulièrement qui sont des gens tout à fait pacifiques, mais il y a quand même de sacrés dégueulasses. Hein. Il y a quand même de sacrés dégueulasses, puisque aller tuer des femmes et des enfants, d'égorger des vieillards, comme on a pu le voir sur certaines vidéos, faut pouvoir le faire. Faut pouvoir le faire. Bien. Donc, justement, on va continuer sur le Noël des chrétiens martyrisés. J'ai trouvé un joli texte, et qui, si vous voulez, nous sommes là, dans des conditions sanitaires difficiles, dans des conditions économiques difficiles aussi. Mais en cette veille de Noël, nos pensées aussi se tournent vers les chrétiens confrontés aux persécutions partout dans le monde. 2020 aura été une année particulièrement sanglante dans l'indifférence du monde occidental. Toujours avec cette mauvaise conscience, la haine de soi, puisqu'on doit avoir honte d'être blanc, d'être privilégié. Mon Dieu, quelle affaire. Donc le nombre de chrétiens tués dans le monde en 2020 dépassera les 4000. Il était quand même de 2985 en 2019. Hein, voilà. Cette année-là, 3711 chrétiens étaient détenus dans le monde, et 9488 églises fermées, détruites ou ciblées par des attaques. Au Nigeria, depuis 2015, 4000 chrétiens ont été assassinés par Boko Haram, dont 500 prêtres exécutés. La première place du classement des persécutions antichrétiennes est occupée par la dictature communiste de la Corée du Nord, où l'on encourage les citoyens à dénoncer les chrétiens internés dans des camps, torturés et exécutés. En Afghanistan et en Somalie, respectivement au 2e et 3e rang du classement, les chrétiens, généralement des musulmans convertis, sont passibles de mort pour apostasie. Au Pakistan, les enlèvements et viols de jeunes femmes chrétiennes sont quotidiens, je vous en avais déjà parlé. 1,5 million de chrétiens animistes au Soudan ont été tués par les islamistes dans les années entre 1990 et 2000. En Chine, où le christianisme s'est secrètement développé au fil des ans, le nombre de chrétiens détenus a été multiplié par 10 en 10 ans. En Inde, les crimes visant les chrétiens indiens ont augmenté de 40% au cours de l'année 2020. Au Moyen-Orient, la chasse aux chrétiens s'est accélérée depuis 10 ans. Une véritable épuration ethnique est en cours. En Irak, les chrétiens étaient 1,5 million en 2003. Ils sont 200 000 aujourd'hui. Et je peux vous dire que moi, personnellement, j'en ai rencontré dans ma vie professionnelle des gens qui me racontaient la vie sous Saddam Hussein, où les chrétiens étaient protégés et qui ont quitté l'Irak. Voilà. Le voisin, les chrétiens de Syrie, sont désormais 700 000 contre 2,2 millions avant la guerre civile. Les Coptes continuent d'être persécutés en Égypte. La Turquie. Alors aussi, j'ai vu des choses sur la Turquie. Il s'est passé des choses, même après, même dans les années 50, il s'est passé de sacrées choses contre les Grecs, le peu d'Arméniens qui restaient, et des chrétiens. J'aurai peut-être l'occasion d'en parler un jour, mais je crois que c'était le 6 septembre 1955, 56, il y a eu ce qu'on appelle une nuit de cristal, où tous les commerces qui appartenaient à des chrétiens, à des Grecs orthodoxes, à des Arméniens, tout a été cassé, les gens violés, enfin bref, des trucs des horreurs. J'aurai l'occasion d'y revenir. Hein. Mais enfin, pour vous dire, actuellement en Turquie, les chrétiens, vous vous rendez compte, en Turquie, il y avait 30% de chrétiens il y a plus de 100 ans. Et ils sont aujourd'hui 0,1%. Et donc, effectivement, ça revient un petit peu à ce que je vous disais en parenthèse. Après le génocide des Arméniens, des Assyro-Chaldéens, le massacre et l'exil forcé des Grecs, il ne reste plus rien. Mais cela n'a pas suffi à Erdogan. Au Haut-Karabakh, en septembre-novembre 2020, il a mobilisé des djihadistes aux côtés des Azéris, églises, monastères et maisons incendiées, viols, décapitations, lynchages, massacres de villageois, y compris des femmes et des enfants. Un génocide
Un génocide s'est déroulé dans l'indifférence et la passivité des nations occidentales, dont les dirigeants et les télévisions préfèrent se terrer et fermer les yeux. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, on vous culpabilise, vous êtes un méchant blanc, il y a 300-400 ans, il y a eu de l'esclavage et tout. Oui, non, mais attendez. L'esclavage, il a été de tout temps, du temps des Romains, du temps des rois africains, ce qu'on appelait des rois nègres, excusez-moi du terme, qui attaquaient d'autres tribus, qui les filaient aux Arabes, et les Arabes les convoyaient par convoi de chameaux sur les côtes, je vous l'ai déjà dit, et nous, les Français, et encore qu'à partir du XVIe siècle, on est venu les récupérer pour peupler les colonies. Hein. Voilà. Mais bon, là, je vous parle d'actualité, de choses qui se passent voilà, depuis quelques années. Hein, et on vous met toujours dans cette repentance, comme si vous aviez tous les maux du monde sur votre dos, et que vous étiez coupable de tout, vous êtes coupable de rien. Au contraire, vous partagez, vous passez votre temps à partager. La France partage son temps, c'est le cas de le dire, à partager ses revenus, donc à donner des allocations, n'importe qui arrive sans avoir cotisé, c'est pas possible. Il faut qu'un candidat patriote impose pas de prestations sociales au premier arrivant. On ne peut prétendre à avoir des remboursements, à toucher de l'argent. Je vous l'ai déjà dit, moi j'ai des connaissances, j'ai un fameux youtubeur qui s'appelle Aldostérone, qui est d'origine algérienne, qui disait, mais attendez, dans tout le monde entier, on sait que la France, il y a des bureaux, tu y vas, tu t'inscris et on te donne de l'argent. Et on te donne 20, 30 fois, 40 fois, 50 fois plus que tu peux gagner en travaillant dans ton pays où tu vas gagner 30 ou 40 dollars par mois. Et là, on va te piler 700, 800 euros, plus les allocations de ci, plus les allocations de... C'est terminé. C'est terminé. Et cela se fait au détriment des nouveaux arrivants, c'est au détriment aussi des personnes qui sont d'origine immigrée, qui sont installées, qui ont eu un visa. Bon, on n'aurait peut-être pas dû leur donner à l'époque, ils ont un visa, ils sont installés, bon, ils bossent, ils cotisent, etc. Rappelez-vous qu'il y aura de moins en moins d'argent. Donc, automatiquement, si vous le distribuez au premier venu, vous faites un appel d'air et il y a 300, 400, 500 000 personnes qui viennent chaque année et qui viennent s'inscrire. Parce que, de toute façon, ils n'ont pas de qualification, très peu. Ils n'utilisent pas la langue, ils n'ont pas les us et coutumes pour s'intégrer dans notre pays. Donc voilà, donc je vous en supplie, réveillez-vous, regardez le sort des Arméniens, regardez les sorts des autres chrétiens, sans être, même si vous n'êtes pas croyant, si vous voulez, on est de culture judéo-chrétienne, hein. Si vous voulez, on a toujours les principes. Ne fais pas à autrui ce que tu ne voudrais pas qu'on te fasse, ne pas se faire de mal à son voisin, ne pas tuer, ne pas voler, ne pas tricher. Bon, c'est dans d'autres cultures judéo-chrétiennes. Donc, vous voyez ce qui se passe. Moi, je vous alerte sur ce qui se passe autour de nous. Et petit à petit, ça se rétrécit. On fait venir aussi des gens qui ont complètement une autre culture, qui... Voilà, ils sont élevés là-dedans depuis tout jeune. On les entraîne même à égorger des agneaux tout gamins pour fêter l'Aïd ou des choses comme ça. C'est dans leur culture. Quand tout jeune, vous êtes baigné dans cette violence, dans ce sang, vous voyez, dans ces immolations, ces sacrifices, vous n'avez pas le même rapport. Je veux dire, nous, à la rigueur, on a des mecs... ils vont boire une goutte de sang, ils vont tomber dans les pommes. Eux, ça va rien leur faire. Vous voyez, il y a des gens, ils ont une prise de sang, ils tombent dans les pommes. Et eux, ils s'entraînent à égorger des agneaux. Voilà, c'est des civilisations complètement différentes. Voilà. Bon. Donc, j'ai attiré votre attention sur le sort en général des chrétiens, mais aussi de la civilisation occidentale, qui est beaucoup trop faible, si vous voulez, hein, beaucoup trop souple dans le genre, tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil. Ben non, pas tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil. Il y a des gens qui viennent que pour profiter, qui sont animés de mauvaises intentions, qui sont animés d'esprit de conquête. Voilà, il faut le savoir. Mais il faut s'armer au niveau législatif, etc. Ne pas faire des appels d'air et aller chercher tous les pauvres qui sont à l'autre bout du monde. C'est ainsi. Mais vous devez d'abord préserver les vôtres.
et ceux qui sont encore sur le sol de France. Quelle que soit la race et la couleur, je m'en fous. Il faut arriver à former une communauté, et voilà. Et il faut que les gens qui sont des pièces rapportées à cette communauté disent clairement qu'ils veulent appartenir à la communauté française, la défendre. Sinon, ben écoutez, allez voir ailleurs, s'il y a du soleil. C'est ainsi. Bon, écoutez, je vous laisse une vingtaine de minutes, c'est déjà bien suffisant. Je vous laisse vaquer à vos occupations. En tous les cas, j'espère que vous aurez pu quand même célébrer ces fêtes de Noël, d'être en contact avec les vôtres, même si c'est relativement limité. Je n'ose parler des conneries que nous auraient potées nos gouvernants avec l'histoire de papy et mamie dans la cuisine avec un bout de bûche et enfin bon, des tas d'énormités. Bon, soyez prudents. Soyez très prudents dans vos contacts, malheureusement. Je pense que ça part beaucoup simplement par des précautions de contact, ce qu'on appelle manu porté. Il y a beaucoup de choses qui se passent comme ça. Évidemment, c'est délicat de ne pas pouvoir embrasser ses enfants, ses petits-enfants. Écoutez, en tous les cas, tous mes voeux vous accompagnent. J'espère vous retrouver encore plus nombreux la semaine prochaine et l'année suivante, qu'on arrivera à renverser la situation au niveau sanitaire. J'ose espérer le plus sincèrement possible. J'ai une pensée, donc effectivement, pour toutes les personnes disséminées qui sont isolées, des chrétiens qui n'osent pas fêter Noël parce que justement ils sont dans des pays où on fait la chasse aux chrétiens. J'envoie un bonjour, j'en ai déjà souvent parlé, à tous les expatriés qui m'écrivent, à toutes les gens, que ce soit des Français ultramarins ou des personnes installées dans d'autres pays du monde. Et puis, bon, j'ai une pensée pour toutes les personnes qui... Il y avait déjà suffisamment de personnes qui étaient SDF, qui étaient dans le besoin, qui étaient dans la misère. Et là, je crois qu'on a doublé, on a triplé. Et on a des gens qui, au départ, étaient dans une certaine opulence, mais aussi grâce à leur travail. Je pense à des restaurateurs, je pense à des commerçants. Et qui, malheureusement, à cause de cette crise sanitaire, vont se retrouver dans une merde, pardonnez-moi l'expression, une merde la plus noire possible. Et en 2021, ça va être une horreur. Et je voudrais pouvoir détenir une baguette magique pour au moins transformer tous les gens qui ont travaillé durant des années pour monter un commerce, une entreprise, et pour pouvoir les aider. Mais malheureusement, je n'y peux rien. Et pourtant, combien d'heures tous ces gens ont passé à construire, à investir, et vont se retrouver pratiquement sans rien, parce que leur restaurant, leur commerce ne vaudra plus grand-chose. Voilà. Donc les efforts de toute une vie, tous les sacrifices, tous les jours passés, tous les jours de congé passés à ranger, à faire de la comptabilité, à faire l'inventaire. Voilà. Et ben non. Tout ça s'évapore en 2 souffles de virus. Bien, écoutez, en tous les cas, merci de m'avoir accompagné tout le long de cette année. Je vous embrasse tous très fort. Et puis, je lis toujours vos commentaires. Quand je peux, j'y réponds. Mais sachez que je les lis tous un par un. Et voilà. Je vous dis à très bientôt. En tous les cas, je vous embrasse. Et puis, partagez un maximum. Faites passer l'information. J'espère que vous avez apporté des petits compléments au fur et à mesure pour vous donner une idée un petit peu différente de celle que les médias veulent bien vous donner. Les médias qui sont inféodés au mondialisme, bien entendu. Et voilà. Allez, certainement lundi, mardi prochain. Passez de bonnes fêtes. Savourez les instants présents avec les membres de votre famille ou des amis. Et puis, je vous dis à bientôt. Au revoir et merci. Partagez.